Bon, pour comprendre véritablement l'âme d'une nation, ses angoisses un peu les plus enfouies et les valeurs qu'elle est prête à défendre coûte que coûte, regarder ses monuments ou ses discours politiques, c'est pas toujours suffisant. Non, c'est clair, ça donne qu'une partie de l'image. Exactement. Il faut plonger dans quelque chose de beaucoup plus dense, de beaucoup plus brut en fait. Il faut ouvrir son code pénal. C'est ça la véritable radiographie d'une société. Ah, absolument. C'est le miroir de ce qu'une société craint le plus à un instant T. Voilà, et notre exploration documentaire d'aujourd'hui, elle s'attaque à un monument du genre, la loi portant code pénal de la République de Guinée, un texte massif qui a été promulgué en octobre 2016. Un texte très très riche, oui. Oui, et notre mission avec ces sources aujourd'hui, c'est vraiment de décortiquer ce document pour comprendre comment un pays s'arme juridiquement. Pas seulement contre les menaces classiques, genre le vol ou les agressions, mais aussi contre les défis du XXIe siècle. C'est ça qui est fascinant. Parce que, loin d'être un simple catalogue de punitions un peu aride, ce texte se révèle d'une complexité philosophique vraiment étonnante. Et en tant que femme passionnée par les rouages de la justice, je suis ravie de me lancer là-dedans parce que par où on commence avec un pavé pareil ? Eh bien, je dirais que cette complexité, elle vient du fait qu'un code pénal établit avant tout les limites du pouvoir d'un État. C'est-à-dire qu'avant même de définir ce qu'est un crime ou pas, ce texte de 2016 prend le soin de définir l'architecture de son propre champ d'action. L'architecture, c'est-à-dire ? Il s'agit de déterminer jusqu'où la souveraineté pénale peut s'étendre, que ce soit dans l'espace physique ou dans le temps. En fait, c'est le fondement même de la sécurité juridique pour les citoyens. D'accord. Alors, en parlant du temps, justement, les sources soulèvent un principe qui remet pas mal en question notre perception de la justice temporelle, c'est la règle de la rétroactivité. Ah oui, l'article 5, très important. Ouais, pour schématiser pour ceux qui nous écoutent, c'est un peu comme si le système judiciaire opérait une mise à jour logicielle. C'est une bonne image, ouais. Si la nouvelle mise à jour apporte une amélioration, genre une loi plus douce ou qui dépénalise complètement un acte, elle s'applique à tous les utilisateurs, y compris ceux qui ont été condamnés dans le passé, sous l'ancienne version. Tout à fait. Leurs peines sont allégées ou annulées. Par contre, et c'est là que c'est crucial, si la mise à jour introduit de nouvelles restrictions, donc des peines plus sévères, elle s'applique qu'à l'avenir. On ne peut pas punir un acte passé avec les règles d'aujourd'hui. Non, ça serait de l'arbitraire pur et simple. En fait, ce mécanisme repose sur un rejet absolu de l'injustice rétroactive. Punir quelqu'un pour un acte qui était parfaitement légal au moment où il l'a commis, ça détruirait toute confiance en l'État. Oui, on vivrait dans une paranoïa constante. Exactement. À l'inverse, l'application rétroactive d'une loi plus douce, ce que les juristes appellent la rétroactivité in mitus, c'est vraiment un acte d'humanité. In mitus, d'accord. Mais pourquoi c'est si important philosophiquement ? Imaginez si la société, dans son évolution morale de 2016, elle décide qu'un comportement ne menace plus l'ordre public, maintenir quelqu'un en prison pour ce même comportement juste parce qu'il a été jugé en 2010, ça n'a plus de sens. Ça devient juste de la méchanceté gratuite en fait. Voilà, c'est de la cruauté pure et simple, dépourvue de la moindre utilité sociale. C'est fascinant comme bouclier temporel, ça rassure. Mais alors, là où la démarche du législateur guinéen devient singulièrement ambitieuse, je trouve, c'est sur la question de l'espace géographique. Oui, les articles 9 et 13. Parce que, le texte confirme l'évidence, la loi s'applique sur le sol guinéen, à bord de ses navires, de ses avions, normal. Mais le législateur introduit aussi une compétence universelle qui est assez stupéfiante. C'est une vraie prise de position, ouais. Oui, parce que la justice guinéenne s'octroie le droit de poursuivre des crimes majeurs comme la piraterie, le terrorisme, le blanchissement de capitaux ou même la cybercriminalité, même s'ils ont été commis à l'étranger. Oui, par des étrangers sur des étrangers. C'est ça, à la seule condition que les auteurs soient arrêtés sur le territoire guinéen. Et là, moi, je m'interroge sérieusement. Est-ce qu'une nation, à travers ce texte, tente de s'ériger en justicier mondial face à des crimes dématérialisés ? Enfin, comment on met ça en application concrètement ? C'est une excellente question. En fait, le but, c'est pas du tout de patrouiller le globe avec un insigne de shérif. C'est plutôt d'exercer un pragmatisme défensif très radical. Un pragmatisme défensif, ok. Prenez la cybercriminalité ou le terrorisme financier. Ce sont des choses qui ont rendu la notion de frontière physique complètement obsolète. Si un réseau de piratage informatique opère, je sais pas, depuis l'Europe de l'Est, mais qu'il détruit l'infrastructure numérique d'une banque à Conakry, la vision territoriale classique, elle est inopérante. Oui, le crime a traversé 10 frontières en 1 milliseconde. Exactement.
Donc, en inscrivant cette compétence universelle, l'État envoie un message politique et diplomatique très fort. Il dit en gros, mon territoire ne servira pas de zone de repli. Ah, pas de sanctuaire juridique pour les criminels. C'est exactement ça. C'est une façon très moderne d'adapter la souveraineté nationale à l'ère d'Internet et de la mondialisation. C'est un changement d'échelle vertigineux quand on y pense. On protège l'État contre des attaques sans frontières. Mais le code fixe aussi des limites très strictes en interne, quant à savoir qui exactement peut être tenu responsable. Les critères de culpabilité, oui. Voilà, il est clairement stipulé qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Donc l'accident malheureux, la maladresse pure, c'est pas un crime. Non, l'intention est centrale. Et surtout, et c'est là que c'est narquant, la loi trace une ligne rouge infranchissable concernant l'âge de la responsabilité. L'article 24. En dessous de 13 ans révolus, un mineur échappe totalement aux poursuites pénales. Une immunité pénale absolue, oui. C'est ça. Le texte prévoit uniquement des mesures d'éducation et de protection. Le couperet pénal, il est juste suspendu. Complètement. Mais c'est logique, parce que l'intentionnalité et l'âge de discernement, ce sont vraiment les deux piliers de la culpabilité en droit moderne. Mais pourquoi 13 ans spécifiquement ? En fixant cette limite absolue à 13 ans, le droit reconnaît une réalité qui est scientifique, qui est psychologique. Le cerveau de l'enfant, sa conscience de la gravité de ses actes et surtout de leurs conséquences à long terme, ça n'est pas encore formé. Il ne peut pas avoir l'intention criminelle d'un adulte. Voilà. Punir pénalement un enfant de 12 ans, le mettre en prison, ça n'aurait aucun sens réparateur. Ça ne ferait que le détruire. Donc la justice transfère la responsabilité vers la société elle-même. Ah, vers nous tous en fait. Oui. Si un enfant commet une atrocité, le législateur considère en quelque sorte qu'il s'agit d'un échec de la communauté, de la famille, du système éducatif. Donc la réponse, ça ne peut être que la rééducation, jamais le châtiment aveugle. C'est fort de voir ça écrit noir sur blanc. Et justement, cette philosophie de la rééducation, ça nous amène assez logiquement à observer la manière dont le système punit les adultes. La fameuse question de la prison. Exactement. La vision classique de la prison comme la solution universelle à tout, elle semble avoir été sérieusement remise en question dans ce texte. L'article 25 redéfinit la finalité même de la sanction. Oui, il ne s'agit plus seulement de mettre la société à l'abri des personnes dangereuses. C'est ça, il faut aussi imposer un cadre qui favorise l'amendement du coupable et qui restaure l'équilibre social qui a été fracturé par le crime. Parce que les experts juridiques, et le législateur guinéen l'a bien compris en 2016, savent que l'enfermement systématique pour des délits mineurs, ça crée souvent beaucoup plus de problèmes que ça n'en résout. Ça désociabilise la personne. Totalement. Ça coupe l'individu de son emploi, ça le sépare de sa famille, et paradoxalement, ça favorise énormément la récidive. La prison peut devenir une école du crime. D'où le déploiement de tout un arsenal de peines de substitution dans les articles 38 à 47. Voilà, l'objectif, c'est de maintenir le coupable dans le tissu social, tout en exigeant bien sûr une vraie réparation. Et d'ailleurs, l'une de ces alternatives est particulièrement ingénieuse, je trouve, c'est le mécanisme des jours-amendes. Ah oui, très efficace comme système. Pour résumer, au lieu d'aller en cellule, le condamné paye une contribution financière quotidienne. Et ça peut s'étaler jusqu'à 180 jours. Un peu comme une facture sociale quotidienne. Exactement, une facture sociale. Mais le coup de génie, c'est que le montant quotidien, il est calculé en fonction des ressources et des charges du coupable. C'est ça qui change tout. Bah oui, parce qu'une amende forfaitaire classique, c'est fondamentalement injuste, hein. Enfin, une amende de 100 000 francs guinéens, par exemple, ça peut représenter une simple petite contrariété pour quelqu'un de riche. Il la paye et il l'oublie le lendemain. Mais pour un citoyen modeste, ça peut signifier la ruine totale et la fin pour sa famille. Donc, avec le jour amende, la douleur de la sanction, elle est enfin proportionnelle. C'est l'essence même de l'équité pénale dont on parlait. La justice, elle cherche une égalité dans l'impact ressenti de la punition, pas seulement une égalité abstraite dans le chiffre qui est inscrit sur le papier du tribunal. Ouais, frapper au portefeuille, mais intelligemment. En modulant selon la richesse, on s'assure que la sanction conserve sa force de dissuasion, même pour le millionnaire, sans devenir pour autant une peine de mort économique pour un travailleur précaire. C'est brillant. Mais bon, il y a une autre alternative qui mérite vraiment qu'on s'y attarde. C'est le travail d'intérêt général, le TIG. Oui, pour les peines de prison inférieures à 1 an. Voilà. Le juge peut ordonner entre 200 et 240 heures de travail non rémunéré au profit de la collectivité. Sauf que, en lisant les sources à l'article 44, il y a un détail fascinant et assez surprenant. Le consentement, je parie. Eh oui. Un prévenu doit explicitement donner son accord à l'audience. Et moi, j'avoue que ça me laisse un peu perplexe. Ça surprend beaucoup de monde, c'est vrai. Le principe même d'une punition, n'est-ce pas justement d'être imposé? Je veux dire,
pourquoi le système judiciaire devrait-il demander son avis à un individu qui vient juste d'enfreindre la loi? Alors, c'est une réaction très naturelle, mais la question touche en fait au cœur de l'histoire du droit international et de la psychologie pénale. D'un point de vue strictement juridique, imposer un labeur manuel sans le consentement de l'individu, c'est la définition exacte du travail forcé. Ah, oui, vu sous cet angle. Et les conventions internationales, qui sont profondément marquées par l'histoire tragique des abus étatiques, des goulags, des bagnes, interdisent formellement le travail forcé. Donc l'État guinéen, en exigeant ce consentement à l'audience, s'aligne simplement sur ces standards fondamentaux des droits de l'homme. D'accord. Le spectre du travail forcé explique l'obligation légale. Ça, je le conçois très bien. Mais sur le plan de la réinsertion pure, est-ce que c'est efficace de lui donner le choix? Je suis convaincu que c'est un levier psychologique redoutable. Ah bon? Comment ça? Forcer un individu à nettoyer des rues sous la menace de la matraque, ça génère inévitablement de l'humiliation, de la rancœur contre les institutions. Il va juste détester la société encore plus. Exactement. L'acte n'a aucune valeur rédemptrice. En revanche, lorsque le juge pose la question formellement à l'audience, il place le prévenu face à un choix, un nouveau contrat social en quelque sorte. Et lui redonne le contrôle. Voilà. Le condamné accepte consciemment de réparer les torts causés à la collectivité par son propre effort. Il passe du statut d'objet passif de la punition à celui d'acteur de sa propre réhabilitation. En fait, l'acceptation transforme une simple corvée à un véritable acte de responsabilité. C'est super intéressant, cette transformation par la responsabilité. Et cette notion de protection de la société, elle prend une dimension presque vertigineuse lorsqu'on quitte le domaine des délits du quotidien. Quand on aborde des grands crimes de l'humanité. Exactement. Quand on entre dans ce que le Code qualifie de crime contre l'humanité et d'atteinte à l'espèce humaine, entre les articles 192 et 205, franchement, en lisant ces passages, on a l'impression que la loi pénale fusionne avec un roman de science-fiction dystopique. C'est vrai que les termes utilisés sont très forts, mais c'est parce que le législateur intervient ici non plus seulement pour réguler les relations entre citoyens, comme un vol ou une bagarre, mais pour ériger un sanctuaire, un mur autour du concept même d'humanité. C'est pour ça que les crimes de génocide et les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Oui, on peut les poursuivre 50 ans plus tard s'il le faut, et punis de la réclusion criminelle à perpétuité. Et un point crucial soulevé dans le texte, c'est que la défense classique, vous savez, le fameux « on n'a fait que suivre les ordres d'un supérieur hiérarchique », l'excuse des bourreaux, oui. Voilà, cette excuse est catégoriquement invalidée par le Code Piencrau. C'est essentiel. Mais bon, ce qui frappe particulièrement dans ces sources, c'est l'encadrement hyper strict de la bioéthique. Ah, les atteintes à l'espèce humaine. Oui, le Code de 2016 légifère lourdement contre l'eugénisme et le clonage reproductif. Créer un enfant génétiquement identique à une autre personne, vivante ou morte, c'est considéré comme un crime absolu. C'est passible de peines extrêmement lourdes. Et il y a aussi l'interdiction formelle du trafic d'organes, évidemment, et la pénalisation de l'utilisation d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales. Tout ce qui touche à la marchandisation du vivant. Mais moi, je trouve ça fascinant d'anticiper de telles pratiques. Enfin, pourquoi un pays ressent-il le besoin urgent de créer ce pare-feu éthique massif alors que ces technologies, comme le clonage, ne sont pas nécessairement des menaces massives ou immédiates sur son territoire au moment de la rédaction en 2016 ? C'est parce que l'anticipation, c'est vraiment la marque d'un droit pénal visionnaire. C'est-à-dire ? Il faut faire la course avec les savants fous. Un peu, oui. La science et la biotechnologie évoluent à une vitesse exponentielle de nos jours et souvent dans un vide juridique total. Si une nation attend sagement que des laboratoires de clonage clandestins ou des marchés noirs florissants de trafic d'embryons s'installent concrètement sur son territoire pour commencer à écrire une loi, il est trop tard. Exactement, la bataille éthique est déjà perdue. Les réseaux sont en place. Donc, en ancrant ces interdictions dans le marbre de son code pénal dès maintenant, le législateur dresse une frontière philosophique claire. Le patrimoine génétique n'est pas à vendre. C'est ça. Le corps, les organes, l'ADN ne peuvent en aucun cas être réduits à l'état de marchandise. C'est une déclaration universelle de la dignité humaine face à ce qu'on pourrait appeler le capitalisme scientifique sans limite. Et la démonstration la plus spectaculaire de cette vision à long terme, je trouve qu'elle se trouve dans une subtilité technique de la loi sur le clonage reproductif. Ah oui, l'histoire de la prescription ? Oui, ouais. C'est fou. Le délai de prescription pour ce crime ne commence à courir qu'au jour de la majorité de l'enfant cloné. C'est une construction juridique absolument incroyable. Et c'est génial.
Enfin, je veux dire, le droit attend que le clone grandisse. La mécanique est brillante. Dans la plupart des crimes classiques, l'horloge de la prescription commence à tourner au moment exact où l'acte est commis. Le jour du vol ou le jour du meurtre. Voilà. Mais dans le cas d'un clonage, la victime de l'expérience, donc l'enfant cloné, il est par définition incapable de se défendre, de comprendre sa propre nature ou de porter plainte pendant des années. Il est un nourrisson. Il ne sait même pas qu'il est la preuve d'un crime. Exactement. Le législateur décide donc de suspendre le temps judiciaire. L'horloge est arrêtée. La justice va attendre patiemment, pendant 18 ans, que la victime soit en âge légal d'exiger des comptes à ses propres créateurs. C'est poétique presque. La loi protège des individus dont la conscience n'existe même pas encore. Oui, c'est la protection de l'humain en devenir. Alors, on protège l'intégrité du corps face aux dérives de la science mondiale, très bien. Mais le texte ne s'arrête pas aux frontières des laboratoires high-tech. Non, il descend aussi dans le quotidien. Il applique cette même intransigeance en entrant directement dans l'intimité des foyers guinéens, s'attaquant de front à des traditions sociétales très anciennes, mais destructrices. Le code se transforme alors en bouclier pour les plus vulnérables de la société. Vous pensez aux articles sur les violences basées sur le genre ? Oui, entre autres. La loi aborde par exemple sans aucun détour l'interdiction formelle des mutilations génitales féminines, les articles 258 à 261. Un sujet extrêmement lourd. L'excision, sous toutes ses formes, est passible de lourdes peines de prison, y compris pour ceux qui la favorisent. Ces dispositions sur les MGF illustrent vraiment le rôle, disons, d'ingénierie sociale du droit pénal. La loi s'oppose frontalement à des coutumes patriarcales qui sont ancrées depuis des générations. Des coutumes que certains considèrent comme normales. C'est tout le problème. La loi vient redéfinir une pratique, qui est perçue par certains comme un rite de passage obligatoire pour les jeunes filles, pour la qualifier de mutilation criminelle pure et simple. C'est un changement de paradigme imposé par l'État. Et le législateur a d'ailleurs anticipé une dérive très spécifique et très sombre, qui est la médicalisation de l'excision. Oui, l'implication du corps médical. Le texte précise clairement que la peine maximale est systématiquement requise si l'acte est pratiqué dans une structure sanitaire ou par du personnel médical. Une circonstance aggravante majeure. Et si l'intervention entraîne la mort de la fille, la sanction explose, allant de 5 à 20 ans de réclusion criminelle. La figure du soignant en blouse blanche qui utiliserait ses compétences pour perpétuer cette violence, le soignant devenu criminel, il est frappé avec une sévérité absolue. Et viser spécifiquement le corps médical, c'est une nécessité stratégique pour le législateur. Pour ne pas leur laisser d'échappatoire. Exactement. Parce que face aux campagnes de santé publique qui dénoncent depuis des années les conditions sanitaires désastreuses des excisions traditionnelles, au village avec des lames non stérilisées, eh bien une tendance pernicieuse est apparue. Ah, l'idée de le faire proprement à l'hôpital ? Voilà, ça consiste à faire réaliser l'acte par des infirmières ou des médecins dans des cliniques sous couvert de réduction des risques. Une hypocrisie totale, quoi. Complètement. Le droit pénal vient donc détruire immédiatement cet argument de fausse légitimité médicale. Un médecin a prêté le serment d'Hippocrate de ne pas nuire. Utiliser son expertise anatomique pour amputer un organe sain, ça viole l'essence même de sa profession. La loi martèle que l'hygiène ne justifie pas la mutilation. C'est ça. Un crime stérilisé reste un crime. Très juste. Et le Code s'attaque à une autre institution coutumière très ancrée, le mariage précoce et forcé. Les articles 319 à 322. Imposer le mariage à une personne de moins de 18 ans, ou marier quiconque, même un adulte, sans son consentement mutuel, plein et entier, c'est catégorisé comme un délit passible d'emprisonnement. Et aucune justification liée à la coutume, à la tradition ou à la religion n'est tolérée par le texte. Le consentement individuel prime sur la volonté du groupe familial. Mais justement, ça soulève un débat profond, non ? Je veux dire, on sait tous que la promulgation d'une loi à la capitale, au palais de justice, est-ce que ça suffit vraiment à déraciner des traditions villageoises séculaires, des pratiques appliquées par des familles qui, souvent, croient bien faire pour leurs enfants ? C'est le grand défi de l'application de la loi. La réalité sociologique démontre qu'une loi à elle seule, rédigée sur du papier, ne modifie pas instantanément la culture. Non, on ne change pas les mentalités avec un décret. Non. La résistance des structures traditionnelles est immense sur le terrain. Néanmoins, l'existence même de cette loi est le premier outil, l'outil indispensable du changement. Pourquoi ? Si personne ne l'applique au début. Parce qu'elle modifie la norme de référence. Elle retire la légitimité étatique et légale à la tradition et plus concrètement, elle fournit une arme juridique incontestable aux victimes, aux organisations non gouvernementales sur le terrain et aux travailleurs sociaux. Ah, je vois. Ils ont un texte sur lequel s'appuyer. Exactement.
Sans ce texte de 2016, une jeune fille qui refuse un mariage forcé, c'est juste une affaire de famille. C'est une simple rébellion intrafamiliale. Avec ce texte, le refus est soutenu par la puissance de l'État. Et la pression exercée par les oncles ou les parents devient, juridiquement parlant, une tentative d'extorsion et de violence. Ça change le rapport de force. La loi crée un espace où la victime peut enfin être entendue en tant que victime, quoi. Et non plus comme juste une mauvaise fille irrespectueuse des coutures. Voilà, c'est un point d'ancrage pour l'émancipation. Blanc spécifiquement la vulnérabilité financière des gens. Prenons la question de la mendicité. Un fléau urbain complexe. L'approche de la loi de 2016 est chirurgicale. Les articles 343 et suivants, ils ne s'acharnent pas sur l'individu affamé qui tend la main dans la rue pour survivre. Heureusement. Non, elle vise avec une grande précision les réseaux mafieux et les exploiteurs. Et le texte inclut une présomption redoutable, je trouve. Toute personne incapable de justifier de ressources correspondant à son train de vie et qui vit en compagnie habituelle de mendiants, elle est directement assimilée à un exploiteur et punie comme telle. C'est une disposition très intelligente parce qu'elle inverse l'approche traditionnelle. Comment ça ? Au lieu de pourchasser la misère visible, d'arrêter les pauvres gens dans la rue, le système de justice traque l'économie souterraine, l'argent qui génère cette misère. En ciblant les proxénètes de la mendicité en quelque sorte. C'est exactement le terme. Les réseaux qui organisent la traite des personnes vulnérables, très souvent des enfants ou des personnes handicapées, pour les forcer à mendier, ces chefs de réseau savent rester dans l'ombre. C'est jamais eux qui font la manche. Voilà. Donc, en rendant pénalement suspect l'enrichissement inexpliqué au contact de ces populations précaires, la loi facilite le démantèlement des têtes de réseau. Ceux qui tirent profit du désespoir d'autrui en roulant dans de belles voitures sans jamais prendre le risque de descendre dans la rue. C'est frapper là où ça fait mal, le portefeuille criminel. Et pour clore notre analyse de ces protections sociétales, un dernier article révèle à quel point certaines pratiques anciennes perdurent dans l'ombre. C'est la mise en gage des êtres humains, l'article 341. Un article glaçant, oui. Il est strictement interdit d'utiliser une personne, et le texte précise de façon effrayante, même un enfant à naître, comme garantie pour le paiement d'une dette. La simple existence de cet article, honnêtement, ça donne des frissons quant aux réalités du terrain qu'il tente d'abolir. Oui, on parle d'esclavage pour dette, là, mais lorsque l'on relie l'interdiction de l'excision, le refus du mariage forcé, la destruction des réseaux de mendicité, et cette interdiction absolue de la mise en gage, eh bien une architecture philosophique globale émerge avec beaucoup de force. Laquelle ? Le législateur de 2016 se dresse contre toute tentative de chosification ou de marchandisation de l'être humain. Le corps, la volonté et la liberté d'un individu ne sont ni des monnaies d'échange pour éponger une dette financière, ni des offrandes pour satisfaire la pression sociale d'une communauté. L'humain n'est pas un objet. C'est le fil rouge de tout ce code. Eh bien, si l'on prend un peu de recul sur l'ensemble des éléments qu'on a analysés lors de cette exploration, le panorama est vraiment saisissant. Oui, on a fait un sacré voyage à travers ce texte. Ce code pénal guinéen, il s'est révélé être l'exact opposé d'un vieux manuel poussiéreux réservé aux juges. C'est vraiment l'outil dynamique d'une nation qui opère une transition phénoménale. Complètement. D'une pain étend son rang judiciaire à travers le monde pour attraper les cybercriminels internationaux. Il érige des murs éthiques de science-fiction pour protéger les générations futures du clonage. Une projection dans le futur. Et de l'autre main, en même temps, il a le courage de regarder vers l'intérieur, dans l'intimité de ses propres foyers, pour briser le poids des traditions aliénantes et protéger les individus les plus fragiles contre leur propre famille parfois. En fait, ce texte cristallise le moment précis où une société décide de trancher entre le poids inertiel de son histoire, ses traditions, et l'idéal de son avenir. La justice pénale prouve ici sa nature profondément évolutive. Elle s'adapte à l'ère numérique, tout en imposant envers et contre tout la primauté absolue de la dignité humaine contre la coutume. Une évolution constante, oui, qui d'ailleurs invite ceux qui nous écoutent à une introspection fondamentale. C'est-à-dire ? Le texte que nous venons de disséquer punit avec la plus grande sévérité des actes de mutilation, d'exploitation ou de contrainte maritale qui, à une époque pas si lointaine, et parfois encore aujourd'hui dans certaines zones, n'étaient pas seulement tolérés, mais pleinement intégrés et célébrés comme des fondements sociaux normaux. Oui, c'était la norme. L'inacceptable d'aujourd'hui était la banalité d'hier. Ce qui laisse planer une question vertigineuse sur notre propre présent.
Je vous écoute. Parmi toutes les pratiques économiques, technologiques ou sociales que notre propre époque, là, aujourd'hui, juge parfaitement banales, nécessaires ou inoffensives, lesquelles seront observées avec effroi et punies comme des crimes intolérables par les législateurs du siècle prochain. Il convient vraiment de garder un œil résolument critique sur le reflet de notre propre société. C'est une excellente question pour conclure. Merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée au cœur de la loi. À bientôt pour une nouvelle exploration. Juris Univers Academy, la première Legal Tech qui révolutionne le droit.